Donc, l'anatomie des reins, je vous parlais tantôt un petit peu, en fait, au début de la capsule, je vous parlais un petit peu de leur positionnement. Donc, vous savez maintenant qu'ils sont un peu plus hauts. On le remarque également ici, ils sont décentrés. Le rein droit est un peu plus bas que le gauche. Maintenant, cette vision-là, en fait, cette image-là, je l'aime bien, même si elle ne semble pas évidente, je vais vous l'expliquer un petit peu, ça nous donne une autre orientation. Je vous disais que les reins sont en position arrière vers le dos, mais ce n'était pas évident sur les schémas que je vous ai présentés jusqu'à date. Donc ici, on le voit beaucoup mieux. Pour vous situer, c'est une coupe transversale. Donc on coupe dans ce plan-là ici, et c'est comme si j'enlevais la partie supérieure du corps et que je regarde comme ça du dessus, oui, une vue du dessus tout simplement. Et juste pour vous situer, on reconnaît ici, donc ici on dit la région postérieure, c'est-à-dire l'arrière. Donc pour vous situer, l'exemple, les fesses seraient ici, et dans la région antérieure, j'ai le ventre de la personne ici. Colonne vertébrale, tout simplement. Et ici, imaginez-vous, ce que je colore un peu en rouge, là, c'est le ventre. Donc on reconnaît différents organes qui ne sont pas étudiés. Donc ici, l'estomac, exemple, et tout ça, système digestif. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les reins. Donc, si vous avez les organes du digestif comme ça qui se retrouvent, exemple, l'estomac vers l'avant, on voit très bien, de façon très nette, que les reins sont vraiment en arrière de l'estomac, vers le dos. Donc, on reconnaît les muscles ici, dans la région lombaire. Et on voit qu'ils sont vraiment en position arrière. On vous dit souvent qu'il y a certains organes, exceptionnellement, incluant les reins, qui sont rétropéritonéales. Ça veut dire qu'ils sont situés en arrière du péritoine. Donc, le péritoine, c'est une espèce de membrane séreuse, mais très, très large, qui va couvrir la majeure partie euh, des organes abdominaux. Donc, en fait, c'est la ligne en bleu ici. C'est une façon d'illustrer. Fait que cette membrane-là, en fait, essentiellement, c'est une séreuse. Donc, c'est une membrane protectrice qui va protéger les différents organes. L'estomac, recouvert par les péritoines, etc. La particularité des organes rétropéritonéales, comme les reins, c'est qu'ils sont en arrière. Rétro veut dire arrière. Donc, on est en arrière du péritoine. Et en fait, ça veut dire que le péritoine arrête ici et les reins ne sont pas protégés, ne sont pas couverts par le péritoine. En fait, ils sont situés trop vers l'arrière. Et c'est tout simplement ça que ça veut dire. Donc, on a d'autres tissus qui vont protéger les reins, mais le péritoine ne recouvre pas les reins, contrairement à la majeure partie des organes abdominaux. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, il y a un terme qui revient souvent en biologie, là, on va le voir au niveau des poumons, exemple des reins. H-I-L-E, c'est simplement un trou. C'est une ouverture qui va permettre le passage, généralement, soit des vaisseaux sanguins. Dans le cas des reins, il y a l'urtère. Hein, vous vous souvenez, l'urtère, c'est une espèce de conduit qui va acheminer l'urine des reins vers la vessie. Donc, l'île, en fait, c'est de la petite région ici, sur ce rein-là, qui est une ouverture. Et là, la veine rénale, l'artère rénale, l'urtère, qu'on ne voit pas très bien, peut passer ici dans cette ouverture-là et entrer à l'intérieur du rein. Alors, en fait, c'est une porte d'entrée. C'est comme ça qu'on pourrait l'imaginer. C'est la seule ouverture qui permet le passage de ces vaisseaux-là. Un jour, vous verrez que les poumons, qu'il y a une île pulmonaire aussi. Et là, on laisse passer une artère, une veine aussi, mais des bronches. Donc, ça sera autre chose. Mais quand vous allez voir ça au cours de votre étude, de vos études au niveau du cégep, ben, il, c'est un trou tout simplement qui fait passer comme ça des vaisseaux, des organes. En termes d'organisation anatomique, il y a plusieurs couches de tissu. Donc, les reins, si je passe vers la couche la plus interne, ce qu'on appelle la capsule fibreuse, qu'on pointe ici, c'est vraiment la surface des reins. Donc, ça, c'est la couche de tissu qui est sur la surface du rein, c'est-à-dire c'est la couche la plus interne en fait. Et là, c'est un petit peu comme un sandwich. Par-dessus cette couche-là, je vais additionner d'autres couches protectrices si on veut. Donc la capsule fibreuse, c'est simplement un tissu très riche en collagène, c'est pour ça qu'on dit fibreuse, c'est des protéines filamenteuses qui va protéger le rein. Par-dessus cette capsule fibreuse, on a une capsule adipeuse, donc c'est une couche de lipides, hein, de cellules adipeuses, de graisse finalement, qui va s'accumuler. Une espèce de couche centrale au centre ici. Et vous avez la fascia rénale, qui est la couche la plus externe. Donc c'est vraiment un autre tissu, une autre couche de tissu qui va venir s'ajouter par-dessus les trois autres. Donc c'est vraiment la couche la plus externe. Ces trois-là ont une fonction relativement similaire, c'est de maintenir le rein en place, de le fixer aux structures voisines et surtout de le protéger, évidemment. La dernière couche, ce qu'on appelle les graisses pararénales, ne font pas partie, c'est pas une partie intégrante des trois autres couches. Les trois autres couches sont vraiment attachées ensemble au niveau du rein. C'est une couche supplémentaire. C'est en fait de la graisse qui s'accumule un peu partout autour du rein. Et on voit ici, c'est bien dessiné en fait, cette graisse pararénale
Donc, va couvrir le rein, mais on voit que la graisse va continuer un peu partout dans la région abdominale. Donc, c'est l'accumulation de lipides dans la région abdominale qui se fait un peu partout, qui protège l'ensemble des organes. Et ces couches de graisse-là peuvent s'accumuler autour des reins, comme les autres organes. Et là, c'est pour ça qu'on dit pararénal, donc autour des reins, tout simplement. C'est certain que ça fait office d'un coussin adipeux qui protège également, mais c'est un peu une couche à part, parce que les trois premières sont vraiment rattachées au rein, alors que la graisse pararénale peut se prolonger un petit peu partout. En termes d'anatomie interne au niveau du rein, donc on a déjà vu le système urinaire dans son anatomie externe, hein, avec l'urétère et tout ça, mais si on coupe un rein, si on faisait une dissection, exemple, et je vous montrais, souvent on utilise le rein de porc en labo, puis si je coupais, puis on regardait à l'intérieur, c'est fait un petit peu comme ça en fait. Donc, il faut être à l'aise pour l'examen avec les termes anatomiques que je vais utiliser et être capable de les identifier sur ce genre de schéma-là. Premièrement, il y a deux grandes régions. Il y a le cortex. Puis ça, c'est un terme. En fait, cortex et médula, c'est des termes qui reviennent dans plein d'organes. Pour le cerveau, pour les glandes surrénales, peu importe. Donc, cortex, là, ça veut toujours dire c'est le contour, c'est la partie externe de l'organe. Donc, cortex rénal, c'est à peu près la région que je colore ici, qui va faire le tour comme ça en rose pâle ici dans votre livre. Et la médula, M pour milieu, c'est le centre. Ce n'est pas des structures en soi, c'est comme les deux grandes régions de l'organe. Donc le cortex, c'est la surface comme ça, le contour extérieur, et le milieu de l'organe, bien évidemment, on va parler de médula. À l'intérieur de la médula, vous reconnaissez différentes structures que je vais parler dans 2 secondes. Okay? Donc c'est vraiment comme une grande région, et chacune des grandes régions possède leur structure qui leur est propre. Première des choses, ce que je vais pointer ici, ça ressemble un petit peu à un triangle inversé. Donc, ce triangle inversé, il y en a plusieurs. J'en compte 3 ici, 3 autres ici, donc un total de 6. C'est des pyramides. On appelle ça les pyramides rénales. Essentiellement, à l'intérieur, on verra qu'il y a des structures qu'on appelle les néphrons. Il y en a un petit peu dans le cortex également. C'est donc des structures microscopiques qui vont servir à filtrer le sang. On verra ça bientôt. Mais pour l'instant, simplement reconnaître les pyramides rénales qui contiennent des néphrons. Et c'est là qu'on va en majeure partie filtrer le sang pour produire l'urine. Okay? Donc, c'est vraiment des grandes régions qui agissent un petit peu comme des usines de filtration. Donc, on a, je peux retenir le chiffre, on peut avoir 6-7 pyramides par rein à peu près. Maintenant, une fois qu'on filtre le sang à l'intérieur de cette pyramide, on va donc récupérer le sang par le réseau vasculaire, donc il y a un système d'artères et de veines qu'on verra, mais il y a aussi un trajet en parallèle qui va évacuer l'urine. Donc, dans ce cas-ci, l'urine va quitter la pyramide pour suivre un réseau. C'est un peu comme un réseau de conduits, mais ça me fait penser un petit peu au concept d'un ruisseau qui se jette dans une rivière, qui se jette dans un fleuve, puis l'océan. Donc, c'est des conduits qui changent de nom, mais qui sont tous reliés pour transporter l'urine et qui vont gagner en taille, évidemment. Donc, on parle de petits conduits ici, qui vont devenir de plus en plus gros jusqu'à l'urétère, où on va acheminer l'urine vers la vessie. Donc, comment ça fonctionne? Bien, chaque pyramide rénale a une petite ouverture qu'on appelle la papille. Et même si, ouais, il est écrit, donc ici, la papille, c'est simplement une ouverture à la base, comme ça, de chaque pyramide. Et littéralement, l'urine va passer par la papille pour sortir de la pyramide rénale et va commencer à être évacuée par le système de réseau de conduits ici. Donc, les petits conduits ici, on va parler de calice mineur. C'est quoi un calice mineur? Ben, c'est un petit conduit qui récupère l'urine produite dans chaque pyramide. Donc, si j'ai 6 pyramides, je vais avoir 6 calices mineurs. Donc, il y en a un ici qui est relié à cette pyramide-là, j'en ai un deuxième, etc. Et c'est simplement de recueillir comme ça l'urine dans chaque calice pour la déplacer vers une région beaucoup plus grande. Et dans ce cas-ci, on va parler de calice majeur. Ça veut juste dire qu'il est plus gros. Donc, on a un peu moins. On peut avoir 2-3 calices majeurs. Et la fonction du calice majeur, c'est simplement de récupérer l'urine des petits calices mineurs. Donc, c'est pour ça que je donnais l'exemple tantôt d'un ruisseau, rivière, etc. Qu'est-ce qui arrive? Bien là, l'urine va quitter le calice majeur pour se retrouver dans une structure plus large qu'on appelle le bassinet ou encore le pelvis. Ça dépend des livres de bio que vous utilisez. Si ma mémoire est bonne, dans votre manuel qu'on utilise en classe, c'est le pelvis qui est utilisé, mais soyez à l'aise avec les deux termes. Les deux termes sont assez fréquents. Et il y en a un par rein simplement. Donc ici, le bassinet ou le pelvis récupère l'urine transportée par les 2-3 calices majeurs.
Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ben, on évacue l'urine à l'extérieur du rein par l'ureter. Donc, je considère que les calices, le bassinet et toutes les autres structures sont partie intégrante de l'intérieur du rein. Mais quand vous me parlez d'ureter, on est vraiment à l'extérieur du rein. Donc, évidemment, l'ureter vient se connecter sur le bassinet ici, qui est en position interne, position intérieure du rein. Donc, en gros, c'est les principales structures. On remarque, on parle de colonne rénale ici, c'est très simple, c'est simplement les structures qui séparent les deux pyramides. Donc, chaque pyramide est entourée d'une colonne rénale. Donc, ici, j'aurai une première colonne, une deuxième, une première colonne ici, une deuxième. Donc, c'est l'espace qui va séparer tout simplement les deux pyramides. Donc, on voit à peu près la même chose ici, mais sur des vrais reins. Donc, on distingue le cortex en surface ici par rapport à la médula qui est au centre, les différentes pyramides, les colonnes que je vous parlais. Donc, la pyramide centrale ici, deux colonnes rénales tout le tour. Et voilà, donc c'est à peu près la même chose. Mais ce qui est important pour l'examen, c'est d'être à l'aise avec le schéma ici. Je ne présenterai jamais de vraies dissections. C'est vraiment les schémas anatomiques de votre manuel qui comptent. Jusqu'à maintenant, on était beaucoup dans le macroscopique, donc dans les structures qui sont visibles à l'œil. Hein, c'est ce que ça veut dire, en fait. Mais maintenant, je vais passer plus à l'anatomie du rein au point de vue microscopique. Donc, ce qui est invisible à l'œil parce que c'est beaucoup trop petit, ça prend un microscope pour le voir, mais c'est pas parce que c'est petit que c'est pas important. En fait, il y a une structure microscopique qui s'appelle le néphron, qui est essentielle à la fonction du rein. En fait, c'est les néphrons qui vont permettre de filtrer le sang, de réabsorber ou d'éliminer les différentes substances qui sont présentes dans le sang filtré. Et c'est vraiment à ce niveau-là qu'on va éventuellement non seulement filtrer le sang, mais produire l'urine. Donc, ils sont extrêmement importantes. Souvent, dans votre manuel, on va parler d'unité fonctionnelle, unité de base du rein. Et le chiffre n'est pas à retenir, c'est simplement pour la culture personnelle, pour votre intérêt. Mais en fait, un rein, en moyenne, le rein droit, exemple, il y a à peu près 1 million de néphrons, puis le rein gauche, il y a à peu près 1 million de néphrons. Ce qui est très particulier, ça je vous demande de le savoir, c'est de garder en tête que ça ne se remplace pas, les néphrons. On les construit une fois, et tout au long de votre vie, vous allez avoir les néphrons que vous avez. Exemple, vous avez 1 million de néphrons, ça va bien. Pour X raison, vous avez une maladie, vous avez un problème, une infection, peu importe, un cancer, peu importe, n'importe quel type de lésion, puis vous perdez 500 000 néphrons, bien vous en avez 500 000 de moins. On est incapable de les remplacer, de les construire. Et ça ne veut pas dire que votre rein ne fonctionne plus, mais dépendamment du nombre que vous avez perdu, bien, le rein, au lieu d'être 100% efficace, peut être 85% efficace, 80-60, etc. Puis à un moment donné, bien, là, si on en perd trop, le rein n'est pas suffisamment efficace pour vous maintenir en santé. Et c'est dans ce cas-là qu'on pourrait faire, exemple, d'hémodialyse. En termes d'anatomie, le néphron, il y a deux grandes parties. Je vous montrerai des schémas tantôt, mais en gros, je le symbolise toujours de la même manière. Donc, une espèce de boule ronde ici, et avec un système de conduits microscopiques, de tubules. C'est comme des grands tubes, mais vu qu'ils sont microscopiques, on va parler de tubules. Ils ont chacun leur nom, évidemment, mais en gros, on pourrait séparer le néphron en deux parties. Donc, il y a la partie ronde, comme la grosse boule qui est ici, et on verra éventuellement que cette grosse boule, pour l'instant, je vais dire ça comme ça avant de dire les vrais mots, est reliée à un vaisseau sanguin, à deux vaisseaux sanguins. En fait, il y a une petite artériole ici qui amène le sang à filtrer. Et va être filtré à l'intérieur. Il y a un capillaire qui s'appelle le glomérule à l'intérieur. Ce n'est pas important pour l'instant, c'est juste avoir une petite idée générale. Donc, le sang entre à l'intérieur, est filtré. Il va ressortir comme ça, par une autre petite artère, une petite artériole. Et ce qui est filtré et qui sera l'urine pourra suivre son chemin dans les tubules et éventuellement aller vers les pyramides, les calices qu'on a vus précédemment. Donc, quand je parle de corpuscule rénal, c'est la partie numéro 1 ici, à gauche de ma ligne en pointillé. Donc, c'est la partie sphérique ici qui contient les deux petites artères, petites artérioles, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pour filtrer. Ça, c'est le corpuscule. La partie numéro 2, c'est tout le système de tubules. Il y a différents noms. Chaque section verra un peu des fonctions différentes et des noms différents. Mais pour l'instant, si on y va en termes généraux, tu as le corpuscule qui est au début, comme ça, partie sphérique, et le reste qui porte le nom de tubule rénal. Ce que je viens de dessiner, vous l'avez ici dans le schéma de votre manuel, hein, le schéma figure 24.5 en fait. Donc, la partie ronde ici, c'est le corpuscule rénal
Et dans ce cas-ci, on remarque les deux petites artérioles. Donc, une artériole ici qui vient se brancher, l'afférente, l'autre qui sort l'efférente, pardon. Et à l'intérieur, on a le glomérule qui est une espèce de capillaire qui sert de filtreur. Donc, le sang rentre comme ça, est filtré et ressort ici. Puis l'urine va pouvoir suivre son trajet dans le tubule rénal, qui est tout ce système de petits tubules microscopiques. Et c'est en fait le trajet de l'urine qui va être dans le tubule rénal. Cette figure-là qui est simplifiée va me permettre justement, en fait, si je fais un retour en arrière, c'est exactement la même chose, c'est juste qu'on a déplié les tubules de façon linéaire, et c'est un peu ce que j'ai tenté de dessiner. Et grâce à cette image-là, en fait, je vais pouvoir pousser un peu plus loin l'anatomie. Donc, au lieu de parler juste de corpuscule ici, on va détailler exactement ce qu'il y a, puis on va détailler aussi le tubule rénal. Donc, ça, évidemment, c'est matière à examen aussi. En termes d'anatomie, je pourrais vous mettre un schéma comme ça, et vous devez être capable d'identifier les différentes sections. Alors, ce schéma-là, à la page 1142, est très, très bien fait. C'est relativement simple, puis on peut bien distinguer les différentes parties. Fait que si je regarde le corpuscule, ben, j'ai l'artériole afférente, puis j'ai une artériole efférente. Et là, vous faites très attention, il y a une lettre de différence, le E et le A. L'artériole afférente a pour apporter le sang, pour amener le sang au corpuscule rénal. Donc, c'est l'artère qui va amener le sang dans le corpuscule, le sang qui devra être filtré. Et comme je disais tantôt, c'est un néphron microscopique. Puis évidemment, on ne peut pas filtrer des litres de sang juste par un. Mais n'oubliez pas qu'on a des millions de corpuscules comme ça, de néphrons qui vont filtrer en même temps le sang. Donc, même si c'est microscopique, il ne faut pas sous-estimer l'importance de la filtration ici. Alors, l'artériole afférente amène le sang dans le glomérule. Ce qui est trop gros ou ce qui ne sera pas filtré retourne dans le sang. Évidemment, on n'envoie pas tout l'eau, toutes les molécules dans l'urine. On récupère une certaine partie. Donc, exemple, une grande quantité d'eau qui rentre, il y a une partie de l'eau qui va se retrouver dans l'urine ici, mais le reste va retourner en circulation sanguine par l'artériole efférente. Donc, efférente, c'est pour la sortie comme ça de l'urine. Pardon, je me suis très mal expliqué ici. C'est la sortie du sang. Alors, je répète pour être sûr qu'il n'y a pas de confusion. L'artériole afférente amène le sang à l'intérieur ici. On filtre. L'urine est évacuée par le système de tubules, mais ce qui ne sera pas dans l'urine, ce qui ne sera pas filtré, va continuer son trajet par l'artériole efférente et on retourne vers la circulation sanguine. Okay? Donc, on va retourner vers la circulation sanguine tout simplement ici, alors qu'ici, c'est la future urine qui va se déplacer. L'autre partie importante du corpuscule, c'est ce qu'on appelle le glomérule. Donc, le glomérule, c'est une espèce de capillaire replié sur lui-même avec une membrane de filtration qu'on va détailler dans les prochaines capsules. Mais pour l'instant, je veux que vous compreniez que c'est le glomérule qui va filtrer. Donc, ici, il y a une espèce de membrane de filtration, un petit peu comme une passoire à spaghetti avec des trous, des ouvertures. Les petites molécules vont passer. Et ça, c'est très important de le comprendre, contrairement à l'idéologie populaire qui pense qu'on élimine seulement les déchets. Au niveau de la filtration, c'est faux. C'est la taille. Il y a des petites molécules néfastes qui vont passer. Il y a des grosses molécules néfastes qui ne passeront pas parce qu'elles sont trop grosses. Elles ne seront pas filtrées. Il y a des petites molécules qui sont excellentes pour la santé puis qu'on va perdre. Elles sont tellement petites qu'ils vont passer. Donc, c'est très mécanique, très physique. C'est la filtration. T'es petit, tu passes. T'es trop gros, tu restes dans le sang. Et là, ça soulève une question importante. Oui, mais les petites molécules ici qu'on a besoin, exemple le glucose, c'est une petite molécule, c'est essentiel à la vie, on ne veut pas la perdre dans l'urine. Comment on va faire? Bien, on verra un jour qu'il y a des mécanismes comme ça entre les tubules et d'autres vaisseaux sanguins qui permettent de récupérer par certains mécanismes de transport passif et actif. On peut récupérer certains éléments. Puis la même chose, si dans le sang ici, dans d'autres vaisseaux qu'on verra éventuellement, qu'il y a des éléments toxiques qui n'ont pas été filtrés, on pourra les renvoyer. Donc, il y a des échanges aussi qui vont se faire entre le tubule et le réseau sanguin. Il ne faut pas penser qu'un néphron sert juste à filtrer. C'est un des processus, mais il y a d'autres processus qu'on verra justement qui permettent d'ajuster ce qui aurait été filtré ou non. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on verra en détail en temps et lieu. Alors, pour l'instant, si je reviens à l'anatomie, glomérule, puis les deux artérioles, afférente, efférente, glomérule, ça constitue le corpuscule rénal. Et vous remarquez qu'il y a une espèce d'espace entre la paroi ici du corpuscule et le glomérule. Donc, ce que je colore ici un petit peu en rouge, cet espace-là, c'est comme vide si vous voulez.
Et l'espace, ben justement, on parle d'espace capsulaire, mais parfois on dit aussi la chambre capsulaire. C'est exactement la même chose. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui aura été filtré, exemple les molécules de petite taille, l'eau, le glucose, les ions, donc les électrolytes, vont passer comme ça, vont quitter le glomérule et vont se ramasser comme ça dans l'espace capsulaire. Et dans cet espace, ou si vous préférez, dans cette chambre capsulaire, ce que ça va faire, bien, les molécules vont circuler comme ça et vont sortir du corpuscule rénal vers les différents tubules. Tantôt, on parlait de tubule rénal, mais on va le diviser en 3 grandes régions. Donc, la première région qui est en bleu ici, on va parler de tubule contourné proximal, ou si vous préférez, TCP, c'est la même chose. Donc, proximal pour proche, c'est la section du tubule qui est collée sur le corpuscule rénal. Donc, la future urine qui va sortir du glomérule, du corpuscule, pardon, rénal, la première section qu'on va trouver sur son chemin, si on veut, sur le trajet, c'est le TCP. Ensuite, on a une espèce de U comme ça ici, qui rappelle un peu l'anse d'une tasse à café, exemple. Ben, c'est justement ça. C'est l'anse du néphron. Donc, il y a différentes branches. Il y a la branche descendante qui va amener la future urine vers le bas. Il y a une branche qui va monter, donc ascendante pour ascension, on monte. Mais tout ça, c'est l'anse. Dans le temps, on l'appelait l'anse de Henle, mais maintenant, on parle plus de l'anse du néphron. C'est des synonymes. Donc, ça, c'est la section du centre comme ça en forme de U. Et la dernière région, tubule contourné distal, qu'on appelle aussi parfois tubule contourné distal, mais aussi parfois le TCD, c'est plus rapide. Distal, distant, on est loin. Donc, c'est la dernière section du tubule. Et on est beaucoup plus loin du glomérule, du corpuscule rénal, que le TCP. Donc, en ordre, oui, c'est un tubule rénal, mais il y a 3 sections. La première, TCP, l'anse, et la finale, le distal, donc contourné distal. On les distingue parce que les différents processus chimiques dans ces différentes sections-là vont être un peu différents. Donc, ce qui se passe dans le TCP n'est pas toujours la même chose que ce qu'on pourrait faire en termes de tubule contourné distal. Donc, je l'ai dit un petit peu tantôt, il peut y avoir des échanges entre certains vaisseaux sanguins et le TCP ou le TCD. Et ces échanges-là, la nature des échanges va varier un petit peu. Mais on verra ça éventuellement. Dernière section, tubule collecteur. Donc, ce n'est pas une partie intégrante du néphron, mais il est rattaché au néphron. Donc, il y a plusieurs néphrons qui vont être raccrochés au même tubule collecteur. Et c'est là qu'on va collecter vraiment l'urine. On récupère l'urine. La future urine produite dans les différentes sections du tubule rénal va être récupérée vers le tubule collecteur. Donc, dans ce cas-ci, quand je quitte, quand l'urine quitte le tubule contourné distal, on tombe dans le collecteur et l'ensemble des tubules collecteurs vont récupérer comme ça cette future urine des différents néphrons et on va acheminer ça éventuellement vers la papille, donc l'ouverture de la pyramide, et on va tomber dans le calice mineur, majeur, le bassinet, l'urétère, vessie, urètre et expulsion en fait. Donc ça, c'est pour l'anatomie du néphron. Maintenant, si on regarde au niveau des vaisseaux sanguins, je vous ai parlé de l'artériole efférente qui est ici, de l'efférente qui est ici. La question, c'est de savoir l'efférente, elle s'en va où après? Donc, ce qu'il faut visualiser, on remarque que l'artériole efférente poursuit son chemin et va se transformer en un autre vaisseau qu'on appelle le capillaire péritubulaire. Et ces capillaires péritubulaires vont entourer comme ça les différentes sections du tubule rénal, donc que ce soit le TCP, TCD ou l'anse. Et c'est entre les capillaires péritubulaires et les différents tubules rénaux qu'on pourra faire d'autres échanges, en fait. Je vais vous montrer ça sur un tableau pour que ce soit un peu plus clair, mais ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est que les capillaires péritubulaires, parfois, on change de nom. Donc, quand on est autour du TCP ou du TCD, donc contourné proximal ou distal, les vaisseaux sanguins autour de ces deux tubules-là, on va parler de capillaire péritubulaire. Mais ce même capillaire péritubulaire va poursuivre son chemin autour de l'anse. Et quand il est autour de l'anse, on va parler de vasorecta. C'est deux termes différents, mais c'est à peu près le même vaisseau sanguin qui est en continu. C'est simplement, puis c'est le même genre d'échange. C'est exactement la même chose, en fait, qui va se passer. Mais on change de nom simplement pour se situer au niveau de la localisation. Donc, il ne faut pas trop s'énerver avec ça. Que ce soit les capillaires péritubulaires, vasorecta, c'est essentiellement la même chose. Simplement, les vaisseaux ne sont pas situés au même endroit.
Mais ce qui est important de comprendre, et ça, je vais essayer de le faire sur dessin. Donc, il y a ce schéma-là, mais je vais tenter une version plus simple un petit peu. Donc, si je schématise le néphron, on a le corpuscule, l'artériole afférente ici. J'ai le glomérule qui est au centre, qui sert d'usine de filtration. J'ai la chambre capsulaire ici. Je vais mettre un G pour glomérule, qui serait ici le capillaire associé à une membrane de filtration, un peu comme la passoire de spaghetti que je parlais. Donc, qui va permettre la filtration. Chambre capsulaire. Puis ici, j'ai l'artériole efférente pour la sortie du sang. Donc, le sang entre comme ça, est filtré et ressort comme ci. Maintenant, on a vu qu'il y a différentes sections dans le tubule. Donc, ce qui est filtré, par exemple, les molécules qui sont filtrées ici vont poursuivre leur trajet dans le TCP, l'anse du néphron. Donc, ici, je vais écrire l'anse, le tubule contourné distal, le TCD, et en bout de ligne, j'ai tubule collecteur qui va en fait évacuer l'urine vers les autres structures. Là, la question que j'essaie de vous montrer sur la dernière diapo, je vais juste changer de couleur pour que ça soit plus clair, c'est que qu'est-ce qui se connecte en fait sur l'artériole efférente. Donc, si je prends une autre couleur pour que ça soit un peu plus clair, l'efférente, ce que je fais en bleu, c'est un prolongement de l'artériole efférente, mais lorsque je m'éloigne comme ça, on va changer de nom. Et c'est là qu'on va parler de capillaire péritubulaire. Ou bien de vasorecta, qui est essentiellement la même chose. En fait, si je suis au niveau du TCP ou du TCD, on va parler de capillaire péritubulaire, mais si je suis au niveau plus de l'anse ici, donc ça serait la vasorecta. Mais mon dessin est correct dans ce sens où même si ça a l'air très complexe, c'est toujours le même conduit qui change de nom. Que je parle d'artériole efférente, capillaire péritubulaire ou vasorecta, c'est un trajet unique comme ça. OK? Et on change de nom selon la section où on se retrouve, mais c'est toujours pour acheminer le sang. Pourquoi c'est extrêmement important de garder ça en tête? Bien, ça résout la question que j'ai soulevée tantôt. Je vous parlais tantôt que ce pas toutes les molécules qui sont filtrées. Donc, les petites molécules s'en viennent ici comme ça, mais qu'est-ce qui arrive si on a des molécules, exemple comme le glucose ou certains ions très importants qu'on a besoin? Exemple, vous manquez de calcium, on ne va pas éliminer le calcium dans l'urine, on veut le récupérer. Donc, en plus de la filtration qui se fait ici, on a un autre phénomène. Je ne vous parle pas du nom aujourd'hui, on va voir ça en détail dans les autres capsules. Mais il y a un autre phénomène qui me permet de récupérer les substances qui sont ici vers les vaisseaux sanguins. Et à l'inverse, il y a des molécules qui n'auront pas été filtrées parce qu'elles sont trop grosses ou que c'est pas 100% efficace, qui traînent ici en circulation sanguine. Donc, ce qui n'a pas été filtré continue comme ça vers le capillaire péritubulaire et ça me permet de renvoyer ces molécules-là par certains mécanismes dans le tubule, exemple, contourné proximal. Et ça peut se faire au niveau de toutes les sections. Ça soit au niveau du TCP, de l'anse et du TCD. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a toujours des échanges entre les capillaires péritubulaires et ces tubules-là. Alors, l'urine qui est ici, c'est de la future urine. On parle de filtrat. Elle n'est pas dans sa composition finale. Généralement, sa composition finale est au niveau du tubule collecteur parce qu'on n'aura pas ces phénomènes-là. Et même si je ne parle pas des vrais termes aujourd'hui, on verra ça en temps et lieu, il y a comme trois phénomènes. Phénomène numéro 1, qui est la filtration ici au niveau du glomérule. J'ai un phénomène numéro 2 qui me permet de récupérer des substances chimiques du tubule vers le capillaire péritubulaire. Donc, on retourne en circulation sanguine. Puis, je peux reprendre aussi des molécules, donc troisième phénomène, numéro 3, du capillaire péritubulaire avec les différentes sections comme ça, du tubule. Donc, il y a trois mécanismes qui se font, trois processus qui se font au niveau du néphron. Et ça me permet comme ça d'ajuster la composition sanguine, mais aussi la composition de la future urine de façon indépendante de la filtration. Et à un moment donné, ces vaisseaux sanguins-là vont quitter et vont redevenir des petites vénules, une veine, puis on va sortir du rein. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que tant que vous voyez le terme péritubulaire vasorecta,
c'est évidemment des vaisseaux sanguins qui vont longer les tubules des néphrons pour permettre des échanges entre les deux. Pour terminer cette capsule, donc, au niveau du tubule contourné distal, il y a différentes cellules. Au niveau du tubule collecteur aussi, mais il y en a deux qui sont particulièrement importantes, qui sont spécialisées. Il y a les cellules principales qui se retrouvent dans la paroi du distal et du collecteur. On n'a pas dans le lance ou on n'a pas dans le TCP, le tubule contourné proximal. Donc, c'est vraiment au niveau de ces deux tubules-là. Et ces cellules-là sont sensibles à deux hormones, l'aldostérone et l'ADH, qui, en fait, vont favoriser la réabsorption d'eau. Ça veut dire que les cellules principales ne font rien, mais quand on produit les deux hormones, aldostérone ou ADH, ça va stimuler les cellules principales par différents mécanismes moléculaires qu'on verra. Mais pour l'instant, on récupère l'eau. Vous ne savez pas comment, mais vous savez au moins l'effet final. Donc, on récupère l'eau vers le sang. Ça veut dire qu'on réabsorbe l'eau. Si ces hormones-là n'agissent pas, les cellules principales laissent passer l'eau, sont comme imperméables et l'eau se ramasse dans l'urine. Donc, ça va être une façon justement d'ajuster la production d'urine. Alors, si vous êtes déshydraté, vous manquez d'eau, vous produisez, exemple, de l'ADH qui va dire aux cellules principales récupère l'eau et les cellules principales, au niveau du tubule collecteur, exemple, au lieu de laisser passer l'eau vers l'urine, on va récupérer l'eau vers le sang, vers les capillaires péritubulaires. Une autre cellule extrêmement importante au niveau de ces deux sections du tubule rénal, donc toujours dans le distal et le collecteur, c'est les cellules intercalaires. Mais elles autres, elles n'ont aucune fonction au niveau de l'eau. Elles vont agir sur le pH sanguin et aussi le pH de l'urine. Donc, essentiellement, ce n'est pas écrit ici, mais je veux que vous le gardiez en tête, on va agir sur les hydrogènes. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, les cellules intercalaires peuvent, selon les différentes situations, ajuster la concentration d'ions hydrogène. Soit qu'on envoie les hydrogènes vers l'urine, soit qu'on les récupère vers le sang, donc les capillaires péritubulaires. Donc, soit qu'on envoie les hydrogènes vers le collecteur et les différentes sections du tubule pour éliminer l'hydrogène dans l'urine, ce qui va augmenter l'hydrogène dans l'urine, donc acidifier l'urine. Mais je peux aussi renvoyer vers les capillaires péritubulaires les ions hydrogène. Donc, dans ce cas-ci, je récupère les hydrogènes, ce qui va contribuer à acidifier le sang. Et en fait, ça va dépendre de votre pH sanguin. Si le pH est trop acide ou trop alcalin, ben on va agir sur les cellules intercalaires. Si vous avez un pH sanguin trop acide, donc vous avez trop d'hydrogène, ben les cellules intercalaires vont être stimulées de sorte qu'on va envoyer les hydrogènes dans l'urine. Mais si au contraire, vous avez un pH sanguin trop alcalin, vous manquez d'hydrogène, on va récupérer les hydrogènes du tubule collecteur ou distal vers les capillaires péritubulaires. Donc, on va augmenter la quantité d'hydrogène pour justement rendre votre pH sanguin un peu plus acide pour rééquilibrer la situation. Évidemment, dans une situation où votre pH sanguin est trop alcalin. Donc, en gros, celle principale, on contrôle la quantité d'eau via deux hormones, alors que les cellules intercalaires, situées à peu près au même endroit, vont ajuster la quantité d'hydrogène dans l'urine pour ajuster essentiellement le pH sanguin. Si on regarde en termes d'histologie, des vraies images, donc on reconnaît à peu près les structures anatomiques que je vous ai présentées. Un peu plus complexe, des fois, c'est une vraie photo, mais je ne vais pas trop perdre de temps avec ça. Mais en gros, ici, on reconnaît le glomérule, donc l'usine filtrante, la chambre capsulaire ou l'espace capsulaire ici. Donc, tout ça, c'est en fait le corpuscule d'un néphron. C'est ici qu'on va vraiment filtrer. Et là, on reconnaît les différentes sections du tubule. Donc ici, on a un tubule contourné proximal. On reconnaît un distal qui est ici. Donc c'est à l'intérieur de ces tubules que le futur urine, le filtre, va se déplacer tout simplement. Avec tout ce que je vous ai dit au cours de cette capsule, il faut être un peu à l'aise avec le trajet de l'urine. Je pense que la plupart d'entre vous commencez justement à le visualiser un petit peu. Mais si on résume tout ça, donc de l'endroit où on produit l'urine vers son expulsion finale, bien évidemment, on est au niveau microscopique, donc néphron, ce qui est en bleu ici. L'artériole afférente amène le sang à l'intérieur du glomérule. On filtre, on suit les différentes sections du tubule rénal
Donc, on parle du TCP, lance et... donc, on ne l'a pas écrit ici, mais c'est à peu près ça. Hein. Si je vais en abréviation, tubule contourné proximal, lance et tubule contourné distal. Ça, c'est l'ensemble du tubule rénal. Je tombe dans la dernière section ici, qui est le collecteur. Et quand je quitte le tubule collecteur, je m'en vais dans la papille rénale, qui est l'ouverture de la pyramide. J'ai changé de couleur ici pour signifier qu'on n'est plus dans le microscopique. Là, on est au niveau du macroscopique. Donc, la papille rénale, qui est l'ouverture ici à la base de la pyramide rénale. Donc, l'urine va quitter la pyramide, ça va dans le calice mineur, majeur, et on se ramasse dans le pelvis ou le bassinet. En vert, c'est à l'extérieur du rein. Donc, en orangé, c'est macroscopique, mais je suis toujours à l'intérieur du rein. Ce qui est en vert, ben, je suis à l'extérieur du rein, donc c'est le reste du système urinaire. Qu'est-ce qui arrive quand je suis au niveau du pelvis rénal? Ben, là, je quitte par l'urétère, je m'en vais dans la vessie et éventuellement, je suis expulsé par l'urètre, donc à l'extérieur de l'organisme. Donc, du lieu de filtration au niveau de la glomérule jusqu'à son expulsion, il faut être à l'aise comme ça avec ce trajet de l'urine, qui est le trajet classique, évidemment, de l'urine chez l'être humain.